Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brain and Bullshit. Comme vous le voyez, c'est un épisode un peu spécial puisque après un épisode solo de Xerius, c'est un épisode solo de Jérémy. La joie des déplacements, des fuseaux horaires, on fait ce qu'on peut. En plus de ça, moi là je suis sur la fin d'un mastermind dans les Pouilles. Il est actuellement 6h34 du matin au moment où j'enregistre. J'ai mon avion dans quelques heures. J'ai pas eu le temps de faire cet épisode cette semaine, donc je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, l'épisode sera plus court. L'épisode sera peut-être moins bien, mais je vais essayer en quelques minutes de délivrer un max de valeur pour me tenir à mon engagement d'un épisode par semaine et surtout respecter le fait que Xerius se soit cassé le cul la semaine dernière pour nous sortir aussi un épisode. Et l'exercice de parler tout seul devant une caméra, il n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ce que j'appelle la spirale infernale de l'échec. Vous avez peut-être déjà vu ça sur le marché. Si vous êtes là depuis plus ou moins longtemps, oui. Si vous êtes assez récent sur le marché de l'accompagnement, du coaching, de l'infoprenariat, vous l'avez pas encore vu. Mais on voit chaque année des gens qui ont un succès fulgurant et qui disparaissent dans l'ombre en quelques minutes. Et en fait, j'aimerais qu'on essaie de décortiquer ça. Pourquoi certaines personnes sont condamnées à ne jamais reproduire leur premier succès? Est-ce que vous l'avez déjà observé aussi ou est-ce que je suis le seul? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La première chose que je vois, c'est des personnes qui ne savent pas comment elles ont fait pour atteindre ce premier succès. Elles sont arrivées, elles ont testé des trucs. En général, les gens qui ont comme ça un succès très rapide, mais un peu aléatoire, c'est des bourrins d'exécution. C'est des gens qui sont très très forts pour tester très très vite en débranchant leur cerveau. Ils vont soit suivre un coach, soit copier-coller quelque chose qu'ils ont vu aux États-Unis ou chez un concurrent français, ils vont l'exécuter mieux. C'est des bourrins d'exécution, mais ils sont pas très forts en réflexion stratégique. Et foncièrement, ça tombe bien, de 0 à 100 000 euros par mois, il n'y a pas besoin d'être un génie de la stratégie. Probablement que par après, mais ma croyance de petit intello me dit que oui. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, c'est des personnes qui arrivent, qui sont des bourrins d'exécution, qui testent, et ça finit par marcher. Et une fois que ça marche, ces personnes-là, elles vont pas, comme les petits intellos, tout remettre en question, tout essayer de complexifier, essayer de faire plus compliqué. Oui, mais tu sais peut-être que... Non, plus de ce qui marche. Ces personnes-là, c'est des marteaux qui voient des clous partout. Et donc, ils tapent sur les clous. Ils réfléchissent pas. Ils essayent pas de faire plus, mieux, compliqué. Non, juste plus de clous, plus de clous, plus de clous. Et ça fait des personnes qui très vite atteignent les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros par mois. Mais le problème, c'est que le marché n'est pas extensible et au bout d'un moment, faire juste plus, ça marche plus. Et ces personnes, elles savent pas comment elles ont fait. Et vient en fait la question suivante quand elles essayent de reproduire un autre produit et que ça marche pas, c'est que elles ont découvert par hasard sur leur premier business, première offre, etc., ce que j'appelle le product market fit miracle. Le product market fit, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous, votre marché et votre promesse de valeur sont parfaitement alignés à un instant T. Et ça, c'est ce qui fait qu'on peut scaler très vite et très fort une offre de coaching, une offre d'accompagnement, une offre de formation, de consulting, peu importe. Le product market fit, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à atteindre. Moi, en 15 ans de carrière, ça m'est arrivé 3-4 fois. En fait, il y a des personnes qui l'atteignent du premier coup la première semaine. Et qui après ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à le reproduire le mois d'après sur l'offre d'après, et ainsi de suite. Comprendre que le product market fit, ça peut arriver par hasard et par miracle, que c'est pas forcément le cas, et que c'est normal de pas l'avoir tout de suite, ça permet de comprendre pourquoi on n'arrive pas à transcender son premier succès. La chose suivante qu'on voit beaucoup, c'est moi ce que j'appelle l'anomalie de marché. Il y a eu un moment, pendant une semaine, un mois, un an, une anomalie sur le marché, quelque chose qui a fait que ce qu'ils ont fait a particulièrement bien marché, ça n'aurait pas dû, ça ne marchait pas avant, ça ne marchera plus après. Ils sont tombés sur une vague et en fait ils ont surfé dessus. Alors c'est très intelligent, si vous avez l'occasion de pouvoir surfer sur une vague, surtout ne vous en privez jamais. Mais le problème c'est qu'une vague c'est un hack et qu'un hack finit obligatoirement et toujours par disparaître. Qu'est-ce qu'on fait quand le hack disparaît et qu'on ne sait pas trouver le suivant? Parce que ça, on en parlera aussi à la fin de cette vidéo, il y a des personnes qui sont des surfeurs de vagues. Ils sont particulièrement forts et intelligents pour trouver la vague suivante, la vague suivante, la vague suivante. Et moi, j'en connais plein, et j'ai discuté d'ailleurs avec des personnes comme ça sur ce mastermind, qui sont beaucoup plus forts que moi sur, ok, le prochain truc, le prochain truc, le prochain truc. Ça, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs, hein. Et leur métier, et ça on en parlera aussi à la fin de la vidéo, c'est pas une passion pour un sujet,
C'est une passion pour trouver les hacks et surfer dessus et mettre en place des systèmes et être bourrin d'exécution dessus. Mais nos succès fulgurants qui n'ont pas fait ça avec intention et qui sont tombés là-dessus par hasard, ben en fait, ils vont pas pouvoir le refaire. Et vu qu'ils vont pas pouvoir le refaire, ils vont sans cesse essayer de comprendre pourquoi ça ne marche plus. Enfin, il y a un autre truc qui arrive souvent, c'est le désalignement. Je finis par en avoir plein le cul de mes clients, je finis par en avoir plein le cul de mon produit, je finis par en avoir plein le cul de mon marketing, je m'amuse plus dans ce que je fais, le nouveau CEO que je dois être, j'ai pas envie de l'être, c'est pas rigolo, ça me gonfle, etc. Et je commence à avoir envie de tout casser en me disant que l'herbe sera plus verte ailleurs, parce que j'ai envie de faire autre chose à ce moment-là. Avec la croyance de par mon inexpérience que autre chose sera forcément mieux. La plupart du temps, autre chose n'est pas mieux, c'est juste différent avec d'autres difficultés et d'autres facilités. Quand on n'est plus aligné avec ce qu'on fait, on va forcément finir par le péter, mais ça ne veut pas dire qu'on retrouvera quelque chose à côté, ça ne veut pas dire que ce sera mieux, ça ne veut pas dire que ce sera facile comme la première fois, et ça ne veut pas dire qu'on y arrivera à nouveau. À partir de là, quand toutes ces choses-là se mettent en place, on voit arriver la spirale infernale. La première chose, c'est que la personne à qui ça arrive commence à s'agiter. Vous le voyez parce que elle va commencer à lancer un nouveau truc là, un nouveau truc là, un nouveau truc là, un nouveau truc là, un nouveau truc là. Des trucs qui n'ont pas tellement de sens, qui sont lancés très vite, un peu mal faits, un peu à l'arrache, et qui ont tendance à pas marcher. On l'a beaucoup vu en 2020, quand tous les formateurs en ligne ont commencé à paniquer à cause du grand enfermement, on appelle ça comme ça, pour pas se faire ban par YouTube, et que ils savaient plus ce qui allait marcher, ils savaient plus quoi faire, ils savaient plus comment se positionner, et en fait vraiment on a vu de la panique et donc de l'agitation. Moi c'est ce que j'appelle vraiment le syndrome du poulet sans tête. Ça part dans tous les sens. Ça lance 12 000 nouveaux mécanismes marketing, ça fait en même temps un webinaire, un challenge, et puis une VSL, et puis du setting IA, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Mais wow, c'est quoi ton métier? Calme-toi en fait. Respire, assieds-toi. Prends le temps, ça va bien se passer. Et là aussi, en général, les personnes, elles essaient de lancer une nouvelle offre, et une nouvelle offre, et une nouvelle offre. Et vraiment, elles en lancent une nouvelle toutes les semaines. Et c'est là qu'on se dit que c'est le bordel, en fait. Et à chaque fois, avec des gros trucs disant, oui, le truc d'avant, c'était nul, le truc de maintenant, c'est le meilleur, etc. Ça, vraiment, c'est la spirale infernale d'une personne qui est en train de paniquer. Et pourquoi elle panique? C'est qu'elle est en train de perdre son lifestyle, ou alors qu'elle cesse de briller. Le succès, c'est quelque chose d'extrêmement addictif. Il y a tout le monde qui nous dit qu'on est trop fort, il y a tout le monde qui nous regarde. En général, d'un coup, on a beaucoup plus d'argent et un bien meilleur lifestyle. Et c'est l'aversion à la perte, hein, c'est ancré dans notre cerveau humain. D'un coup, on a très 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 peur de perdre ça. Et donc vraiment vient la peur du manque. Et dès que un tout petit peu, on a un signal qui dit ça pourrait s'arrêter, il y a un gros mouvement de panique intérieure. Déjà parce que certains ont construit toute leur vie sociale et amoureuse sur ce succès. Il y en a plein, on en voit tout le temps. Mais même quand c'est pas le cas, on devient quand même très vite addict à ce succès et on a très peur de le perdre. Et c'est là qu'on risque, selon où on habite, à qui on traîne, etc., ça dépend des fréquentations beaucoup, je trouve, de tomber dans des trucs shady en disant c'est pas grave, je vais faire du sale pour maintenir mon lifestyle. C'est un secret de polichinelle, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï, qui se font emmener dans le lifestyle de Dubaï qui peut coûter très cher quand on veut s'amuser, hein, qui à un moment leur business marche plus, ils ont cramé tout leur cash, et là typiquement, un truc qu'on entend souvent, c'est ils rachètent des comptes Stripe et ils rebillent tous les anciens clients de façon complètement illégale, ça c'est prison, hein, c'est de l'escroquerie. Donc ça, des trucs comme ça, on en voit aussi beaucoup. Maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on empêche ça? Et il y a plein de façons. La première, c'est ce que moi je me fais chier à dire à nos clients toute la journée, alors qu'ils n'ont pas envie du tout que je leur dise ça, ni que je leur fasse faire ça. C'est, même si tu as de la chance, même si tu as de l'attraction, même si tu as un product market fit miracle, même si tout marche pour toi, tu vas essayer de comprendre les choses et mettre les mains dedans. Tu vas apprendre à faire un post, tu vas apprendre à vendre au téléphone, tu vas apprendre à vendre par message, tu vas apprendre à faire une VSL, tu vas apprendre à pitcher sur scène, tu vas apprendre toutes ces choses-là. Peut-être qu'elles te serviront jamais. Et au moment où je t'oblige à les apprendre, alors que tu es dans un succès fulgurant hasardeux, tu me dis que je te fais perdre du temps et que je te casse les noisettes. Mais je suis en train de te donner des bases extrêmement solides qui feront que tu auras un business qui va tenir sur la durée et que tu vas pouvoir garder. C'est très important. Donc nous, on fait chez nos clients, avant même de recruter, pour qu'ils sachent faire, pour qu'ils comprennent, et pour qu'ils soient capables de partir en exploration, chercher la nouvelle pépite d'or si un jour la première ne fonctionne plus. Le premier truc, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait.
Dans quel métier je suis exactement, qu'est-ce que je suis exactement en train de faire, de quoi les gens ont besoin, quel est réellement mon marché, quelle est réellement ma valeur ajoutée. Il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser qui sont hyper importantes. Ensuite, ne jamais tomber amoureux d'un succès. C'est pas parce que j'adore ce que je fais et que ça marche que je vais forcément faire ça pour les 50 prochaines années. Probablement que non. De même que à 13 ans, on est persuadé que son premier amour, ce sera celui de pour toute la vie, ça arrive quand même extrêmement rarement. Votre premier business a quand même beaucoup de chances de partir à la poubelle, même si c'est un succès. Ensuite, il y a comprendre ce que veut le marché. Le marché ne veut pas toujours la même chose au même moment. En 2018, le marché découvrait le high ticket. 2019, 2020, il découvrait les webinaires. Et puis après, il découvrait qu'on pouvait vendre 100% par message sans webinaire. Ça, c'est moi, désolé. Et puis ensuite, il découvrait qu'il voulait plutôt de l'alignement, et puis les pubs, et puis plus les pubs, et puis maintenant c'est les 5-day challenge, et puis l'intelligence artificielle, et puis il y aura autre chose. Le marché, c'est des grosses vagues, et il veut pas toujours la même chose au même moment. Et si vous êtes contre le marché, c'est plus dur, si vous êtes avec le marché, c'est plus facile. Mais si vous êtes avec le marché parce que c'est la vague, vous êtes avec le marché sans conviction. Et donc quand le marché va se retourner, il va forcément le faire, vous allez passer un peu pour un glandu. Parce que vous allez devoir passer au nouveau truc. Et on en voit ça à plein des marketeurs. Chaque année, ils changent de nouveaux mécanismes. Et ils vous promettent la lune sur le nouveau truc. Bon, moi j'ai choisi d'aller plutôt contre le marché. One Place Funnel, ensuite VSL Evergreen. On fait pas de trucs sexy qui ricochent partout, qui font de la lumière et qui brillent. Il y a des périodes où je suis contre le marché, c'est plus dur. Il y a des périodes où le marché comprend ce que je raconte et c'est plus facile. C'est comme ça. Et vient justement le principe du véhicule. Le véhicule dans lequel je suis, c'est mon type de business. Et il faut toujours se demander, est-ce que là, actuellement, tout de suite, je suis dans le bon véhicule, ou est-ce que je vais devoir en changer? Est-ce que je dois continuer à faire du coaching et de l'accompagnement? Est-ce que je dois faire de la formation? Est-ce que je dois faire du done for you, de l'agence? Est-ce que je dois faire un SaaS? Est-ce que je dois faire de l'IA? Est-ce que je suis actuellement dans le bon véhicule pour servir ma mission, mon envie et le business que j'ai envie de créer? C'est pas forcément le cas. Auquel cas, il faut être prêt à changer. Ensuite, il y a le mécanisme. Le mécanisme, c'est la façon dont je raconte ce que je veux donner à mes clients. Le One Place Funnel qu'on donne dans Fast and Slow Bronze, c'est un mécanisme. C'est notre mécanisme d'attraction et de conversion qu'on donne à nos clients qui sont coachs, thérapeutes, infopreneurs, consultants, etc. pour leur dire, voici le système le plus simple qui existe pour avoir 2 à 5 clients premium par mois avec l'aide de l'intelligence artificielle qui est ton assistant, mais on reste quand même sur un One Place Funnel augmenté, un seul réseau social, tu fais dessus ton acquisition, ton nurturing, ta conversion. Parce que c'est des gens qui veulent pas de marketing compliqué, donc on a créé le One Place Funnel, c'est un truc que moi je faisais déjà depuis des années, pour eux, pour qu'ils aient les résultats sans les sacrifices. Ensuite, on a les personnes qui veulent scaler, qui veulent aller beaucoup plus loin. Ces personnes-là rejoignent le mastermind Fast and Slow et on va leur expliquer le principe de levée éducationnelle vidéo. C'est un VSL funnel evergreen, mais qui est basé sur 90% d'éducation et de valeur. Donc on a des cycles de vente plus longs, mais on est moins agressif et ça tient plus sur la durée, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes. Peut-être que votre mécanisme actuel n'est plus market fit. Peut-être que le marché n'en veut plus. Peut-être que c'est plus ça qu'il veut, peut-être que c'est plus le bon moment, etc. C'est une question à se poser. Enfin, il y a le founder market fit. Est-ce que vous, en tant que fondateur, vous êtes aligné avec votre marché actuel? Si vous avez 60 ans et que vous vendez à des gens de 18 ans, c'est fatigant. Si vous vendez à des gens bling alors que vous ne l'êtes pas, c'est fatigant. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que si je mets une photo de Lamborghini, je perds 50% de chiffre d'affaires. Ça tombe bien, je m'en fous, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Je roule en scénique. Mais pas parce que je peux pas me payer une autre voiture, parce que je vois pas l'intérêt, parce que je m'en fous des voitures. Je préfère dépenser dans d'autres trucs. Et le founder market fit, c'est mon audience valorise la même chose que moi. Mon audience est intéressée par les mêmes choses que moi. Et ça a énormément de valeur. C'est-à-dire qu'on est dans un business qui est profondément aligné avec qui on est, et que c'est un business qu'on peut scaler. Et que du coup, si on a un petit échec, si on a un peu moins de succès, c'est pas grave. On n'est pas là que pour ça. On est là pour d'autres raisons. Finalement, il faut se poser une question. Et j'aimerais vous laisser avec cette question pour que vous puissiez y réfléchir et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un vrai entrepreneur? Et c'est pas péjoratif de pas l'être, hein. C'est-à-dire que vous cherchez le succès entrepreneurial et rien d'autre.
Vous pourriez vendre des patates, des guitares, vous vendez du coaching, de l'infoprenariat, vous pourriez demain faire une usine de chaises. Vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est monter des business, n'importe lequel, pour faire du cash. Ok. Réfléchissez en conséquence à ce que ça veut dire. Ou est-ce que vous êtes un passionné du métier, ce qu'on appelle un expert? Moi, c'est mon cas, avec le marketing, le branding et ces sujets-là de développement d'écosystèmes médias. Et donc, en fait, je dois trouver comment générer du succès autour de ce que j'aime. J'ai pas envie de faire autre chose. Demain, tu me donnes une usine de chaises, je fais la gueule. Je fais un branding à l'usine de chaises. En se demandant qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment, on arrive plus facilement à se dire, ok, comment est-ce que je crée du succès autour de ça? Plus globalement, vous verrez passer sur le marché chaque année des gens qui auront des succès fulgurants et qui disparaîtront tout aussi vite pour les raisons que j'ai évoquées. C'est souvent un peu triste parce qu'elles sont mal conseillées, mal entourées, elles se font lessiver tout leur pognon quand il y en a, et ensuite il n'y en a plus. Et là, les gens paniquent et retournent à leur vie d'avant. C'est vraiment comme le loto. Et il y a des personnes qui ont des succès pas du tout fulgurants, qui font leur petite marche, une après l'autre, tranquille, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui sont toujours là. Tony Robbins n'est pas devenu milliardaire grâce au coaching en 3 semaines. Ça fait 50 ans qu'il fait ça. Et j'aimerais vous laisser là-dessus, mais une dernière chose juste avant. Vous avez le lien dans la description. Soit si vous voulez devenir partenaire marketing, Xerius vous forme à ça. Soit si vous voulez scaler votre business en evergreen, vous avez le mastermind Fast and Slow. On a tout mis dans la description. Pour finir, je voudrais que vous partiez avec un truc. Attention à la richesse rapide. Quand il y a des gains très rapides, c'est qu'il y a souvent des pertes très rapides. Il vaut mieux construire un succès un peu moins fulgurant, mais le faire sur la durée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à tous, à bientôt.